Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des oligo-éléments chez les ruminants d'élevage. Donc, après avoir défini ce qu'est un oligo-élément, on verra où les ruminants trouvent-ils les oligo-éléments dont ils ont besoin, quels sont vraiment leurs besoins en oligo-éléments, pourquoi est-ce aussi important, c'est-à-dire à ce moment-là, on présentera les rôles des oligo-éléments. Quels sont les signes cliniques lors de carences en oligo-éléments? Faut-il, on se demandera s'il faut apporter des oligo-éléments, si oui, quand, sous quelle forme peut-on les apporter et via quels moyens et comment faire en pratique, quelle stratégie de complémentation adopter en pratique. Et enfin, je présenterai quelques solutions gentiana et je répondrai également à quelques questions en fin de session. Donc, je rappelle que l'alimentation reste un enjeu majeur pour la pérennité des systèmes d'élevage, que l'alimentation, la régie alimentaire doit répondre aux besoins physiologiques d'entretien, de croissance, de production et de reproduction des animaux, et que les aliments qui sont consommés chez nos animaux se scindent en deux grandes catégories selon l'importance de la quantité ingérée. Les macronutriments, qui vont être constitués de l'eau, des fourrages grossiers et des aliments énergétiques type céréales et protéagineux, des aliments concentrés, dont les besoins sont exprimés en kilos par jour. À côté de ces macronutriments, nous avons la catégorie des micronutriments qui est constituée des minéraux et des vitamines dont les besoins sont exprimés pour les vitamines en unités internationales par jour, et pour les minéraux, les besoins sont exprimés en grammes ou en milligrammes par jour. Donc pour les minéraux, on a deux types d'éléments minéraux. Tout d'abord les macroéléments, les macroéléments parmi lesquels il y a le calcium, le phosphore, le magnésium, le sodium, dont les apports sont exprimés en grammes par jour. Et à côté de cela, on a les oligo-éléments, avec les principaux qui nous intéressent chez les ruminants. Ce sont donc le manganèse, le fer, le cobalt, le cuivre, le zinc, le sélénium et l'iode. Et tous ces oligo-éléments, on les apporte à des hauteurs de milligrammes par jour. Donc on voit bien hein, que suivant la catégorie d'aliments, on ne va pas du tout apporter les mêmes quantités, et pourtant chacun des aliments qui constituent la ration a son importance. Et euh, c'est en fait cet équilibre et cette fourniture entre les différents aliments qui est très importante et qui permet aux animaux d'avoir un meilleur fonctionnement physiologique et une réduction des troubles de santé. Alors, où les ruminants d'élevage trouvent-ils les oligo-éléments dont ils ont besoin? Alors, la première notion à savoir, c'est qu'ils ne les synthétisent pas eux-mêmes. Il faut qu'ils les trouvent à l'extérieur. Il faut qu'ils les ingèrent, il faut qu'ils les trouvent à l'extérieur. Donc, ça fait directement référence à cette relation, cette notion de relation entre le sol, la plante et l'animal, parce que les oligo-éléments, ils proviennent de la roche-mère. Et le climat et les différentes situations géographiques, les périodes de glaciation qu'il y a pu y avoir, ont influencé les réserves en oligo-éléments du sol.
Et suivant la nature du sol, si on a des sols plutôt basiques comme des sols de type basalte, on va avoir dans ces sols-là une teneur en oligo-éléments plus riche que sur des sols granitiques qui sont plus acides. Euh, Dans certains sols montagneux qui ont subi des étapes de glaciation avec des grosses périodes de lessivage, on a eu une fuite des oligo-éléments et donc des teneurs en oligo-éléments dans ces sols-là qui ne sont pas forcément très élevées. Les oligo-éléments donc qui se retrouvent dans le sol euh, et ils vont être absorbés via les racines, via le système racinaire par les plantes. Alors, c'est pas parce qu'il y a des oligo-éléments dans le sol qui se retrouvent directement dans la plante. Il peut y avoir des interactions au niveau du sol en fonction des éléments minéraux qui sont présents et en fonction des caractéristiques physico-chimiques et de pH du sol qui font qu'on a une plus ou moins grande assimilation des oligo-éléments par les végétaux. Donc, une fois que les oligo-éléments se retrouvent dans les plantes, euh, ils vont être consommés par les animaux, par les ruminants. Alors, à noter que tous les fourrages, toutes les plantes ne contiennent pas la même quantité d'oligo-éléments. Cette richesse, elle est variable suivant les espèces botaniques, à savoir que les légumineuses sont souvent plus pauvres en zinc, en manganèse et en molybdène, et plus riches, par contre, en cuivre et en cobalt que les graminées. Le maïs, lui, est globalement très pauvre, en tous les cas en matière minérale, hein, que ce soit les macroéléments, mais également en oligoéléments, il est très pauvre, et en particulier en zinc. Il a d'autres propriétés, mais c'est pas en tous les cas, c'est pas comme qualité d'être riche en minéraux d'une manière générale, le maïs. Les prairies dites multi-espèces offrent de manière générale des quantités en oligo-éléments qui sont plus constantes et plus équilibrées que des prairies monoespèces. Voilà, ça paraît assez évident. Euh, on a également une variation dans la teneur en oligo-éléments des fourrages qui dépend du stade et du cycle de végétation. À savoir que la teneur en oligo-éléments d'une plante, d'une prairie, va diminuer avec l'âge de la plante et pour atteindre en fait un minimum au stade floraison. En revanche, cette teneur-là en oligo-éléments va augmenter entre le premier stade, le premier cycle et le dernier cycle d'exploitation de l'année. C'est-à-dire que les deuxième, troisième coupes sont un petit peu plus riches en oligo-éléments que la première coupe. Les techniques également de récolte, de transformation et de conservation influent sur la teneur finale en oligo-éléments des fourrages. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on peut avoir des pertes lors du fanage, par exemple, lors de la conservation via des pertes par jus. Et enfin, un autre élément qui explique également l'hétérogénéité des fourrages en oligo-éléments, ça peut être des conditions de fertilisation. Voilà. Donc, le fait qu'on ait des plantes qui reçoivent pas mal d'azote, ça peut réduire certains taux d'oligo-éléments dans les plantes, comme le zinc ou le cuivre. C'est également, il y a un autre phénomène qui se passe, c'est que la plante poussant très vite, voilà, plus la plante pousse vite, moins elle a le temps d'assimiler et de capter les oligo-éléments. Donc, une fois que ces oligo-éléments se retrouvent pour partie dans la plante, ils vont être consommés par les bovins, par les ovins et les caprins. Donc, la première fourniture en oligo-éléments à laquelle on pense,
chez nos ruminants, c'est via les fourrages grossiers et les aliments. Donc ça, c'est la première chose. Donc, mais on peut d'ores et déjà dire que souvent, on a des teneurs en oligo-éléments dans les fourrages qui sont variables et assez régulièrement pas suffisantes. D'où l'intérêt d'apporter un complément minéral pour pallier à ce manque. Concernant le jeune, le très jeune veau, très jeune agneau, nouveau-né, où est-ce qu'il va aller chercher ces oligo-éléments en fait? Au tout début de sa vie, ça va être sa mère qui va lui fournir les oligo-éléments via un transfert placentaire. Les oligo-éléments arrivent très bien à passer la la barrière placentaire, et ça c'est une chance et c'est un avantage. Et donc, comme première mesure, on sait que si la mère reçoit reçoit une supplémentation en oligo-éléments en fin de gestation, elle va pouvoir en transmettre une quantité assez intéressante à son fœtus et il va pouvoir naître avec une petite réserve en oligo-éléments qui va lui permettre de faire face aux premiers événements de la vie, parce que c'est un grand changement. Il faut qu'il s'adapte à la température externe, il faut qu'il lance sa respiration, son système digestif et qu'il développe son système immunitaire. Donc tout ceci va contribuer, ces réserves en oligo-éléments vont participer à tous ces phénomènes-là. Il va retrouver également en petite quantité, en nettement moindre quantité, des oligo-éléments dans le colostrum et le lait. Mais c'est nettement moins grande quantité que via le transfert placentaire. Puis après, au fur et à mesure donc des jours qui passent et des semaines, et puis après des mois, la fourniture en oligo-éléments chez le jeune se fera par les fourrages, les concentrés et également l'aliment minéral parce que via le lait, ça ne suffira pas du tout. Donc cette carte pour vous montrer, c'était une étude de Perrigo dans les années 75 qui avait essayé de caractériser les teneurs en oligo-éléments dans les fourrages sur tout le territoire français et on note que on a des carences en oligo-éléments assez régulièrement dans pas mal de fourrages, quasiment sur tout le territoire. Donc, voyons maintenant quels sont les besoins en oligo-éléments. Donc, ici, à gauche, le tableau avec les recommandations INRA, les recommandations françaises, et je vous ai également mis les recommandations nord-américaines à droite, qui varient un petit peu. Alors, ces recommandations nord-américaines, ils les ont fait évoluer dernièrement. Donc, dans les évolutions, c'est essentiellement dans ce qui a bougé le plus, c'est surtout le manganèse, le zinc, qu'ils ont réévalué un peu, ils ont réaugmenté pour s'approcher des recommandations de l'INRA. Euh, la différence entre les deux, une différence notable, c'est les recommandations en sélénium. L'INRA a recommandé 0,1 mg par kilo de matière sèche ingérée. On exprime toujours les apports journaliers en kilos de matière sèche ingérée, donc 0,1 mg par kilo de matière sèche ingérée, alors que le NRC recommande 0,3. Donc, et je pense qu'on est plus, voilà, c'est des recommandations qui sont quand même plus intéressantes à respecter. Au niveau du sélénium, on va être plus proche de 0,2, 0,3 que de 0,1 dans les recommandations. Alors du coup, comment fait-on le calcul? Si je prends un exemple pour une recommandation, je vais prendre un exemple simple pour une recommandation pour le zinc à 50 mg par kilo de matière sèche ingérée. Si ma vache laitière consomme 20 kg de matière sèche ingérée par jour, ça veut dire qu'elle a besoin de 1000 mg de zinc par jour. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir le calcul.
Juste à noter, vous voyez, il y a quand même au niveau du tableau de l'INRA un rappel sur les seuils de toxicité, sur les seuils de toxicité qui sont importants. C'est important, hein. Les oligo-éléments, les animaux en ont besoin des petites quantités. S'il n'y en a pas assez, on peut avoir des carences. S'il y en a trop, il peut avoir des troubles cliniques également. Alors en général, il y a des marges de sécurité qui sont assez importantes, sauf quand même pour le cuivre, en particulier chez les ovins. On voit que les apports recommandés journaliers sont de 10 mg par kilo de matière sèche ingérée, alors que le seuil de toxicité est à 15 milligrammes. Donc ça fait qu'une fois et demi, donc le coefficient de sécurité n'est quand même pas très élevé. Donc pour le cuivre, il faudra faire, pour le cuivre chez les petits ruminants, en particulier surtout chez les ovins, il faudra faire attention. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de carence en cuivre, et ça existe, les carences en cuivre chez les petits ruminants, mais il faut faire attention à maîtriser les apports en cuivre pour ne pas tomber dans des excès qui pourraient être toxiques. Voilà. Alors que donc, pour d'autres oligo-éléments comme le sélénium, on a une marge de sécurité qui est un petit peu plus élevée que pour le cuivre, mais on a pour ces raisons-là également, et à cause des données de sécurité, des contraintes réglementaires dans la constitution des aliments complémentaires, en particulier pour le sélénium, mais également pour les autres oligo-éléments. Donc, on a vu les besoins en oligo-éléments des animaux, les besoins classiques. Il faut aussi savoir que ces besoins, ils peuvent varier et ils peuvent varier à la hausse, en fait, lors de phases critiques. C'est-à-dire que lors de certaines périodes qui peuvent être physiologiques, comme des périodes de péripartum, de la mise bas, où on a des gros bouleversements à la fois hormonal, métaboliques, de stress oxydatif, des périodes comme des situations infectieuses, des infections ou d'autres situations zootechniques stressantes comme des allottements ou des interventions sur les animaux type vaccination. À ces moments-là, euh, durant ces phases critiques, on a une augmentation des besoins en oligo-éléments. Pourquoi? C'est pour à la fois gérer le stress oxydatif qui consomme beaucoup d'oligo-éléments pour neutraliser les radicaux libres. C'est également pour ben, soutenir le système immunitaire. Les cellules de l'immunité ont besoin de certains oligo-éléments. Donc, en phase d'infection, le système immunitaire est plus sollicité, donc a plus besoin d'oligo-éléments. Donc, durant ces phases critiques, on peut avoir en fait, en lien avec cette augmentation des besoins, un statut en oligo-éléments qui peut être dégradé. D'où l'intérêt de faire une supplémentation à ce moment-là, c'est-à-dire d'apporter un petit peu plus d'oligo-éléments pendant la phase critique pour pallier à ce déficit-là. Donc ici, j'ai remis les apports recommandés en fait sur la même diapo que le troisième tableau en bas, il mentionne les teneurs moyennes en oligo-éléments des fourrages et ce qui permet de faire voilà, une analyse assez rapide entre les deux et ce qui nous permet de voir qu'il y a quand même un décalage entre les teneurs moyennes des fourrages en oligo-éléments, les besoins nécessaires qu'ont les animaux. Vous voyez bien que si je prends l'exemple du cuivre, euh, en moyenne, on est entre 4 et 7 mg par kilo pour des fourrages grossiers, alors que les besoins sont plus au minimum 10, entre 10 et 12 chez les bovins.
Donc, naturellement, si on donne que des fourrages grossiers à nos animaux, on ne va pas permettre de satisfaire les besoins en cuivre. Et c'est idem pour le zinc, idem pour le l'iode. Pour le sélénium, c'est presque encore plus accentué, parce que les teneurs en sélénium de la majorité des fourrages sont quand même assez basses, en tous les cas nettement plus basses que les besoins recommandés. Pour le manganèse, c'est là où ça varie, où on a le moins de risque de carence, surtout au niveau de certaines herbes. À noter, vous voyez que on a des aliments qui sont quand même certaines sont quand même particulièrement pauvres. C'est le cas de l'ensilage de maïs qui est pauvre à peu près en tous les oligo-éléments. Et à noter également, deuxième point, c'est le pâturage. Le pâturage, si on a des animaux qui sont au pâturage et qui ne reçoivent rien d'autre, on a quand même des risques d'avoir une fourniture pas assez suffisante en cuivre, en zinc, en iode et en sélénium, donc quasiment tous les oligo-éléments. Donc au pâturage, les animaux doivent pouvoir trouver des oligo-éléments ailleurs que dans l'herbe parce que, il n'y en a pas assez, il y en a pas assez dans l'herbe. Alors pourquoi c'est si important? On parle de ces apports, on a parlé des apports en oligo-éléments. Pourquoi ils sont si importants ces oligo-éléments? On va voir ça maintenant en présentant le rôle. Le rôle des oligo-éléments, ces éléments-là, en fait, ils sont nécessaires à la réalisation des fonctions vitales parce qu'ils agissent comme accélérateurs, comme catalyseurs de systèmes enzymatiques, voire même ce sont des composants indispensables de certaines molécules ou de certaines molécules comme des hormones ou des vitamines. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont avoir des, euh, des, des impacts dans de nombreuses chaînes métaboliques indispensables à la vie de la cellule et au fonctionnement cellulaire et en particulier au bon, au bon fonctionnement du système immunitaire. Et donc, du coup, ces, ces oligo-éléments, en fait, ils ont un impact direct sur la santé et les performances zootechniques. Alors, on va voir un petit peu plus dans le détail pour chacun des oligo-éléments qui nous intéressent. On commence par le cobalt. Donc, le rôle du cobalt. Le cobalt, c'est un aliment pour les bactéries du rumen, un substrat pour le microbiote du ruminal. Il y a des bactéries du rumen qui ont besoin de cobalt pour synthétiser de la vitamine B12. Normalement, les ruminants adultes synthétisent eux-mêmes leur propre vitamine B12 via les bactéries du rumen à la condition qu'elles aient du cobalt. Et donc cette vitamine B12, en fait, elle est importante car elle intervient dans le métabolisme à la fois des lipides, des protéines et le métabolisme énergétique, en particulier la néoglucogénèse, qui permet la fourniture euh, en glucose à partir des AGV produits dans la panse. Et la vitamine B12, elle intervient aussi dans la synthèse des globules rouges, hein, l'érythropoïèse. Donc, si on a des carences en cobalt, on va avoir des signes qui sont en lien avec le rôle du cobalt. C'est-à-dire que si on a des carences en cobalt, on a une microflore du rumen qui fonctionne moins bien. Donc, on a des troubles de la digestion avec des baisses d'appétit, des ballonnements, des diarrhées, du picade, c'est-à-dire des animaux qui lèchent les murs, qui boivent les urines. Si la digestion n'est pas optimale, on a des pertes de poids, des fontes musculaires qui peut aller jusqu'à la cachexie, le poil qui est pas beau, des risques d'anémie, la croissance des jeunes qui n'est pas optimale, et forcément que quand on est face à des animaux comme ça, forcément qu'ils sont beaucoup plus sensibles au parasitisme. Le cuivre, lui, il intervient dans différentes enzymes.
comme la céruloplasmine, qui est une enzyme antioxydante, qui permet également, qui intervient dans l'hématopoïèse, elle permet le transport du fer. Le cuivre intervient également dans le système nerveux, dans la synthèse de la myéline, qui est indispensable au système nerveux, dans la synthèse du collagène et de l'élastine. Donc le cuivre intervient a un impact sur le système cardiovasculaire, sur le système osseux et pulmonaire. C'est un élément constitutif également de la superoxyde dismutase, donc une enzyme qui est nécessaire aux défenses immunitaires. Et ensuite, le cuivre, pardon, intervient dans la synthèse de la mélanine et de la kératine, et donc indirectement dans la qualité des poils, des onglons, la boîte cornée c'est en kératine, et également au niveau de la mamelle, au niveau du sphincter de la mamelle, ou des ligaments suspenseurs également. Donc, si on a des carences en cuivre, on peut observer du coup des signes cliniques assez variés qui peuvent aller de la décoloration des poils à une fragilité osseuse, voire des fractures spontanées, des troubles cardiaques, des troubles de type diarrhée, des troubles neurologiques, hein, comme l'ataxie en zootique qui se manifeste par des troubles nerveux qui finissent souvent par la mort de l'animal. Une baisse de l'immunité, c'est possible, des troubles de la locomotion avec des boiteries, des problèmes de reproduction ou de rétention placentaire, une qualité du poil dégradée, des troubles de type anémie, parce que le cuivre intervient dans l'hématopoïèse, des problèmes de croissance. Donc, on a des signes cliniques de carence qui sont très polymorphes. Concernant l'iode rentre dans la constitution des hormones thyroïdiennes, et les hormones thyroïdiennes, elles sont capitales pour le fonctionnement de l'organisme, aussi bien pour le métabolisme basal, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire euh, pour que l'animal fonctionne alors qu'il fait aucun effort. Aucun effort. D'accord? C'est ça le métabolisme basal, c'est les besoins pour un animal qui fait aucun effort, aucune production, aucun déplacement, rien du tout. Et donc là, déjà, les hormones thyroïdiennes interviennent rien que pour ça. Ensuite, elles interviennent dans le cadre de la thermorégulation pour maintenir la température corporelle, pour la régulation des métabolismes glucidiques, des lipides et des protéines, la régulation du système d'oxydoréduction, l'impact sur le système immunitaire, sur la croissance osseuse et cartilagineuse, sur le développement musculaire, et également sur la reproduction et le développement du fœtus, très important, en particulier au niveau du cerveau, du cœur et du poumon, du surfactant du poumon. Du coup, c'est pour ça que lors de carences en iode, on peut observer des signes suivants. Donc le goitre, alors le goitre, c'est un petit peu le signe ultime, c'est-à-dire c'est l'augmentation de la taille de la thyroïde par un phénomène d'adaptation. L'animal essaye de compenser, mais sinon, on a d'autres signes cliniques qui peuvent aller du manque de tonicité, de vitalité, à l'augmentation de la sensibilisation aux infections. Chez les jeunes, on a des animaux qui naissent qui peuvent être très mous à la naissance, avoir des difficultés euh, à, à téter, voire présenter un syndrome de détresse respiratoire qui est assez violent à la naissance, qui est en lien avec le mauvais développement du fœtus à la fin de la gestation. Donc, alors quoi comme mauvais développement dans le cadre de ce syndrome, pardon, de détresse respiratoire, c'est le fait qu'on a une mauvaise maturation au niveau du cerveau et des poumons, pardon, et un défaut de surfactant en lien avec cette carence en iode. Donc ce syndrome-là, il se termine souvent enfin,
peut se terminer assez régulièrement par la mort de l'animal. Chez l'adulte, on a des troubles de la reproduction qui peuvent aller de la vache qui vient pas en chaleur à la vache qui revient ici, qui est régulier, qui retient pas, de la mortalité embryonnaire, voire des avortements en deuxième partie de gestation, et un impact sur la qualité de la semence chez le mâle. Et une production laitière, bien sûr, dégradée. Pourquoi? Parce que les hormones thyroïdiennes interviennent dans tous les métabolismes glucidiques, protéiques et lipidiques. Donc, c'est indispensable pour la production. Le manganèse, lui, il intervient également dans de nombreuses réactions enzymatiques. Il est constitué en de nombreuses enzymes. Je cite là la superoxyde dismutase en manganèse, qui est une enzyme antioxydante du système immunitaire. Il participe au développement du cartilage via la synthèse des polysaccharides. Euh, Au niveau de la reproduction, il intervient via le métabolisme du cholestérol. Et le cholestérol intervient, lui, dans la synthèse des hormones stéroïdiennes sexuelles. Et donc, c'est pour ça qu'on a un impact indirect du manganèse sur la reproduction, soit sur l'action du corps jaune chez la femelle ou le développement et la fonction de spermatogénèse, c'est chez le mâle. Donc, les signes de carence, c'est du manganèse. Donc, chez le jeune, c'est des manques de vitalité, de tonicité, des problèmes de déformation osseuse, voire de jarret droit, des parasites spastiques du jarret. Et chez les adultes, si les carences sont sévères, on peut avoir des troubles de la reproduction, et des subœstrus, chaleur discrète ou des baisses de fertilité. Et chez une baisse de fertilité, voire des kystes folliculaires également. Et chez le mâle, un problème de spermatogénèse, donc de synthèse des spermatozoïdes. Le sélénium, un oligoélément qui est quand même assez connu, un des plus connus, qui, lui, est un constituant, pareil, de diverses enzymes, dont la glutathion peroxydase, une enzyme antioxydante, euh, qui intervient grandement dans le système, entre autres, immunitaire. À noter que le sélénium est aussi constitutif d'autres enzymes comme les désiodases, donc c'est-à-dire c'est des enzymes qui interviennent dans la transformation des hormones thyroïdiennes. Donc, ce qui veut dire que lorsque l'on a une carence en sélénium, on a une moindre production, on peut avoir une moindre production du coup d'hormones thyroïdiennes et finalement aboutir à également une carence indirecte en hormones thyroïdiennes. Le sélénium va venir compléter l'action antioxydante également de la vitamine E, ça agit souvent de concert. Et le sélénium, il intervient, je l'ai déjà dit, dans les défenses immunitaires, mais également dans la synthèse des éléments de production, dans la synthèse des éléments de production et dans les phénomènes, dans la fonction, pardon, de reproduction. Donc, du coup, lors de carences en zinc, un des signes peut-être les plus connus, parce que assez, euh, assez spectaculaire et très grave, c'est la maladie du RAID, ou maladie du muscle blanc, ça peut s'appeler, ou la myopathie dégénérescente ou myopathie Disney, qui est une pathologie, mais très grave parce qu'elle peut aller jusqu'à la mort de l'animal. Souvent, c'est chez les jeunes, mort subite même, hein. On a un animal qui est bien le soir et le lendemain matin, vous allez le voir et il est mort. Donc, ça, c'est en lien avec une carence extrême en, en sélénium, par exemple. Euh, S'il n'y a pas mort, la carence peut se manifester par des tremblements ou une accélération cardiaque, une détresse respiratoire. Des carences en sélénium augmentent le risque de mortinatalité chez le veau, donc mort dans les 48 premières heures. Euh, il peut favoriser
la présence de veaux mous à la naissance, qui n'ont pas un bon réflexe de succion, et une augmentation des cas de diarrhée néonatale. Chez l'adulte, chez l'adulte, il va impacter les performances de reproduction, donc aussi bien des échecs à l'IA que des problèmes de non-délivrance et par la suite de métrite, des problèmes de kyste, voire d'avortement également, et des troubles de la fertilité chez le mâle. À noter que le sélénium intervenant dans l'immunité, et s'il y a des carences, s'il y a des carences une carence en sélénium, on a souvent une immunité qui peut être impactée. Ça peut entraîner l'apparition d'une incidence plus élevée de mammites, que ce soit des mammites cliniques ou subcliniques. Et enfin, le dernier oligo-élément auquel on va s'intéresser, c'est le zinc. Le zinc, il est un constituant également de nombreuses enzymes qui interviennent aussi bien dans la division cellulaire que dans l'équilibre acido-basique, que la synthèse de protéines, que le métabolisme des os et des cartilages, des systèmes antioxydants, de l'immunité via la soda la soda zinc, le, la qualité des épithéliums, donc la qualité des épithéliums, que ce soit des muqueuses ou de la peau, euh, la synthèse des hormones stéroïdiennes sexuelles également via le cholestérol, l'hormone de croissance. Donc le zinc intervient également dans bon nombre de réactions et donc on a des signes lors de carences qui sont assez divers. Ça peut aller de la baisse d'appétit et d'amaigrissement en lien avec l'impact sur le métabolisme énergétique, aux lésions de la peau et des poils, des lésions également d'ulcération des muqueuses, des retards à la cicatrisation des muqueuses, par exemple, à une fragilité des onglons qui, lorsqu'ils poussent, ont une qualité de corne euh, plus déficiente. Les carences peuvent se manifester également par des troubles de la reproduction chez la femelle, mais également chez le mâle, des troubles de type euh, vaches qui ne viennent pas en chaleur ou des vaches qui ne retiennent pas à la saillie ou à l'IA. Euh, voilà. Donc ça, c'est les principaux troubles des carences en zinc et bien entendu également l'impact sur l'immunité, mais ça, je l'ai déjà dit. Donc si on synthétise un petit peu l'implication des oligo-éléments, on voit que vis-à-vis de la résistance aux maladies, ils interviennent tous. Ils sont tous très importants euh, au niveau des préoccupations qui concernent les jeunes animaux, les veaux, la santé des veaux, la croissance des veaux, la diminution des immunoglobulines dans le colostrum. On a des bon nombre d'oligo-éléments qui sont très importants, hein, en particulier le zinc, le sélénium, le cuivre et l'iode. Ça, c'est vraiment des oligo-éléments qui sont très, très importants chez le veau. Et chez les adultes, on a également des oligo-éléments qui sont déterminants, vous voyez bien, au niveau de la reproduction, au niveau de la qualité du lait, on a une forte implication de ces oligo-éléments, d'où l'intérêt de bien travailler ce sujet-là pour vérifier si les apports dans vos élevages sont satisfaisants ou s'il faut essayer d'apporter des corrections. Alors, les manifestations, on parlait des signes cliniques des carences en oligo-éléments. Alors, ces manifestations cliniques, elles dépendent du degré de carence. Il y a une progression dans les manifestations des carences. Lorsque l'on a des sub-carences, c'est-à-dire des carences minimales, l'animal va pas forcément présenter de signes cliniques au début parce qu'il va, dans un premier temps, puiser dans ses réserves.
Et puis après, si on lui en rapporte pas, le système immunitaire va être premier impacté. Voilà, le premier impacté, ça va être le système immunitaire. Après, ça va être la reproduction, les baisses de production. Et après, on peut avoir des signes, des symptômes cliniques plus marqués en lien avec les carences en oligo-éléments. Et ça peut aller jusqu'à la mort de l'animal. Mais là, c'est lorsque l'on a des carences quand même qui sont très graves. Alors, pour avoir un élevage résilient, pour travailler sur la pérennité de vos élevages. En fait, il ne faut pas attendre d'avoir des signes cliniques qui se manifestent chez vos animaux pour apporter des oligo-éléments. Ah non, parce que là, vous partez sinon après avec un gros handicap et on a des impacts qui sont tels que ça peut gréver quand même la pérennité du système et la pérennité des organismes, surtout si vous voulez faire bien vieillir vos animaux. D'accord? Donc, l'objectif est de pouvoir limiter même les subcarences, c'est d'avoir un statut qui est vraiment très correct, très correct. Et donc, ça passe par un bilan pour voir déjà là où vous en êtes au niveau du statut en oligo-éléments en fonction de ce que vous donnez déjà comme complémentation. Alors, parmi les carences, on parlait des carences. Les carences peuvent survenir de deux manières. On a tout d'abord des carences primaires qui sont en lien avec des apports insuffisants d'oligo-éléments. C'est le cas, c'est souvent le cas si l'animal ne reçoit que des fourrages grossiers et la ration de base. On a vu que tous les fourrages grossiers et les aliments de base qui constituent la ration de base étaient souvent avec des teneurs insuffisantes en oligo-éléments. Donc dans ce cadre-là, on risque d'avoir des carences primaires par insuffisance d'apport. Alors là, c'est assez relativement simple à corriger parce qu'il suffit d'apporter un aliment minéral adapté et là vous allez combler le manque. Donc, ça, c'est intéressant. Le deuxième type de carence que l'on peut avoir, c'est les carences dites secondaires qui sont liées avec des interactions entre les éléments minéraux. Alors ça, c'est plus complexe à gérer. Parce qu'en effet, on peut avoir des interactions au niveau que ce soit, oui, on peut avoir des interactions entre les éléments minéraux entre eux. Par exemple, lorsqu'on a des excès de molybdène, on va avoir une diminution de l'assimilation du cuivre. Lorsque l'on a des excès de fer, ça peut diminuer l'absorption du sélénium. Lorsque j'ai des grands excès de zinc, je vais diminuer également l'absorption du cuivre. Donc voilà, on a des interactions qui sont en lien, mais en fait avec la, la composition, entre autres, du sol qui y a chez vous. Voilà. Et donc, ce type de carence est un petit peu plus complexe à gérer, parce qu'il faut pouvoir les déterminer, ces carences secondaires liées à des interactions. On peut quand même réussir à améliorer des choses. Alors, pour cela, il faut utiliser certaines formes d'oligo-éléments qui sont moins sensibles aux interactions les uns les autres en utilisant certaines formes d'oligo-éléments qu'on va voir juste après. Cette présentation-là, juste rapide d'études qui a été réalisée sur un grand nombre d'animaux, 10 000 bovins, 2000 élevages, le principe, c'était de voir l'effet du statut en zinc, cuivre, sélénium lors de carences profondes sur les performances et sur la santé des troupeaux. Donc,
déjà ce premier tableau sur les veaux. Donc, c'est des odds ratios. Les nombres que vous voyez là, c'est des odds ratios. Donc, ça correspond à quoi? Ça veut dire que lorsque l'on a un troupeau carencé avec une carence assez marquée, par exemple en sélénium, on a 30 fois plus de risques d'avoir de la mortalité embryonnaire, mortinatalité, pardon, dans les 48 premières heures de vie chez les veaux. Lorsque on a toujours pareil, hein, de la carence en sélénium assez marquée, on a 17 fois plus de risques d'avoir des animaux qui ont de la diarrhée. À noter que ça, c'est pour des carences profondes. Je vous ai pas mis pour des carences marginales, donc des subcarences. On a également un impact qui est, par exemple, pour le cas de carence marginale en sélénium, on va avoir 5 fois plus de risque d'avoir de la mortinatalité, 3 fois plus de risque de diarrhée. Donc c'est déjà quand même assez significatif, hein, quand pour une subcarence, on a 3 fois plus de risque d'avoir de diarrhée, c'est quand même très significatif. Notez également un point important, c'est le phénomène qui relie en fait les carences en oligoéléments et les échecs de vaccination. Lors de carences marquées en oligoéléments, en particulier en sélénium et en iode, on a 15 à 10 fois plus de risque d'avoir d'échecs de vaccination. Autrement dit, dans ces cas-là, quand vous faites un vaccin dans ces conditions-là, vous n'êtes pas du tout sûr que le vaccin va fonctionner parce qu'il y a entre 15 et 10 fois plus de risques qui ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est important, c'est une conclusion à tirer euh, du fait que, il est toujours préférable et nécessaire, indispensable de vacciner des animaux, des troupeaux qui ne sont pas carencés en oligoéléments. Ça, c'est une règle à respecter, voilà. Quoi qu'il advienne, il faut vraiment respecter cette règle-là, sinon ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup de vacciner. Concernant les adultes, on a aussi un impact, hein, chez les adultes, une carence assez marquée en iode. On va avoir une augmentation du risque de 20 fois le risque de rétention placentaire si on a une carence en zinc de 6 fois. Euh, voilà, une carence en, en iode peut également augmenter le risque de 7 fois d'avortement. Donc, on a un impact. Si on prend si on prend un peu de recul, on voit sur ces tableaux en fait que les jeunes, hein, les jeunes animaux sont très impactés par les carences en iode, par les carences, pardon, en oligoéléments d'une manière générale. Les jeunes sont vraiment très impactés par ces carences-là. Et leur statut, en fait, il dépend directement du statut de la mère, dépendent directement du statut de la mère. Donc, si on a une mère, surtout en fin de gestation, qui est carencée, l'agneau ou le veau ou le chevreau qui va naître, il sera forcément carencé et ça va être très compliqué pour lui de démarrer dans la vie, d'assurer toutes les fonctions qu'il a assurées, de toutes les adaptations auxquelles il doit faire face dans un environnement voilà, qui ne connaît pas, qui est froid, qui est plein de microbes différents. Et s'il n'est pas bien équipé en oligoéléments, il ne va pas pouvoir assurer ses fonctions vitales, ses fonctions essentielles. On a vu, hein, on a vu que les oligoéléments, ils intervenaient dans toutes les réactions de l'organisme, hein. C'est pour ça que c'est quand même très important. Donc, on a parlé des carences là justement assez profondes, mais là, je vous remets une diapo sur les conséquences de subcarences. Donc, c'est des carences vraiment marginales, à la limite de la normalité. Donc, lors de subcarences en oligoéléments, on va avoir une baisse de l'immunité, une baisse de l'efficacité de la vaccination,
Tout ceci peut entraîner une augmentation des maladies infectieuses, bien entendu. On a un impact sur le métabolisme qui est plus déficient et donc des productions qui sont diminuées. Un impact sur la synthèse des hormones sexuelles qui est plus réduite et donc un impact direct sur les performances de reproduction. Euh, et donc tous ces phénomènes-là aboutissent, bien entendu, au global à une baisse des performances technico-économiques de l'élevage. D'accord? D'où l'importance de gérer ces subcarences en oligo-éléments, subcarences qui, je vous le rappelle, ne se manifestent que par des signes cliniques vraiment assez frustres. Donc, vous pouvez facilement passer à côté. Donc, on a parlé des carences en oligo-éléments. Ici, je rappelle juste que les oligo-éléments, ce sont des éléments minéraux qu'on apporte en petite quantité. Il n'y en a pas assez, ça va pas. Mais s'il y en a trop, ça peut créer des problèmes aussi. Alors, on a quand même des seuils, des marges de sécurité. Mais je rappelle que chez les ovins, en particulier le cuivre, le seuil de toxicité, c'est 15 mg par kilo de matière sèche ingérée. Donc, c'est que une fois et demie les recommandations. Donc là, la marge de sécurité, elle est quand même assez réduite. Pour les autres oligo-éléments, ensuite, ça va être le sélénium, où la marge de sécurité est la deuxième qui est la moins élevée. Et donc là, voilà, il faut faire attention. Après, pour les autres, on a quand même des marges de sécurité qui sont plus importantes, mais en toute rigueur, des excès massifs, je vous ai mis les données là, des excès massifs pourraient entraîner des signes de toxicité. Alors, pour arriver en fait à des doses toxiques, pour le manganèse par exemple, c'est quand même, voilà, il faut vraiment avoir échappé le produit et en mettre vraiment beaucoup, beaucoup pour avoir voilà, ces doses-là toxiques. Mais il faut savoir que ça existe. Alors, quand est-ce que l'on a besoin de réaliser une complémentation en oligo-éléments? Si je fais le bilan d'une manière générale, le stockage des oligo-éléments, il est relativement limité dans l'organisme. 2, 3 semaines, sauf pour le cuivre où il est un petit peu plus long. Donc, on a un stockage limité. Dans les fourrages grossiers ou dans les aliments concentrés, dans les aliments concentrés, les fourrages type herbe, on a des apports insuffisants. Donc, la complémentation, elle doit se faire de manière régulière toute l'année dans ces conditions-là. Par quel biais je peux faire cette complémentation et quelle forme d'oligo-éléments je vais pouvoir utiliser chez mes ruminants d'élevage. Donc, on retrouve deux grands types de formes d'oligo-éléments, des formes minérales et des formes organiques. Parmi les formes minérales, on a le carbonate et le sulfate pour le cobalt, voilà, et de l'acétate les plus utilisés. Alors, le plus utilisé pour les formes pulvérulentes, ça va être le carbonate. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix des carbonates enrobés de cobalt pour les formes pulvérulentes, les poudres et les granulés, parce que c'est une contrainte réglementaire. Le sulfate, avant, on avait le droit d'utiliser le sulfate, mais le sulfate voilà, est très toxique pour les manipulateurs, donc ils l'ont supprimé pour ces formes pulvérulentes. Le sulfate de cobalt peut être malgré tout utilisé pour les formes liquides, parce que ça ne dégage pas d'éléments poussiéreux comme les formes sèches. À noter que ces éléments, ces sels d'oligo-éléments n'ont pas tous les mêmes qualités. Si je prends pour le cuivre, le manganèse et le zinc, les principaux utilisés sont les oxydes des sulfates et plus récemment les hydroxychlorures. Toutes n'ont pas la même assimilation et on peut dire que donc
que l'assimilation est moindre pour les oxydes, plus élevée pour les sulfates et encore plus élevée pour les hydroxychlorures. Le sélénium sous forme minérale, on utilise essentiellement du sélénite de sodium, et l'iode, on va utiliser du iodure de potassium ou du iodate de calcium. À côté de ces formes minérales, on retrouve des formes organiques dont vous avez pu entendre parler, donc parler de sélénium organique, ou pour le cuivre, le manganèse et le zinc, on parle de formes chélatées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élément minéral est associé à un ligand. Alors ce petit ligand, ça peut être soit un acide aminé, soit une protéine. Et ce ligand va, entre guillemets, protéger l'oligo-élément de certaines interactions et favoriser son assimilation. Voilà, donc ça c'est un des avantages des formes chélatées par rapport à certaines formes minérales, surtout les formes minérales de type oxyde ou sulfate. Les, euh, les hydroxychlorures, on a quand même des performances d'assimilation qui semblent être tout à fait, voilà, tout à fait convenables et qui sont des produits assez intéressants. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on les a sur le marché, mais ça semble être des formes d'oligo-éléments qui restent voilà, assez intéressants. Donc, un autre point à noter, c'est que toutes ces formes d'oligo-éléments ne sont pas forcément toutes agréées en agriculture biologique pour le moment. Euh, voilà, des fois on peut avoir des formes chélatées qui ne sont pas agréées en agriculture biologique. Ça dépend des différentes formes chélatées que l'on retrouve, mais toutes ne sont pas agréées. Donc, voilà, c'est pour ça que vous pouvez avoir ces éléments-là. À l'avenir, voilà, c'est des choses qui peuvent évoluer. Donc, quelles sont les formes de complémentation que l'on va pouvoir mettre en place chez nos ruminants? Soit on va distribuer les oligo-éléments à l'auge dans les aliments, ça c'est ce qui se fait voilà, de manière très fréquente et très classique via le CMV, via l'aliment minéral qui contient en fait les macroéléments, les vitamines et les oligoéléments que l'on va intégrer à la ration de base. Voilà, soit dans une mélangeuse ou soit on passe directement sur la table d'alimentation avec du coup, il existe différentes présentations, soit de la poudre, soit de la semoulette ou soit des granulés. Donc ça, c'est vrai que c'est une forme de complémentation qui permet de sécuriser les apports parce que quand vous donnez ça, tout le monde est à l'auge et tout le monde prend, on va dire, tout le monde prend sa part. On a des apports réguliers, donc ça, c'est vrai que c'est une bonne méthode. On peut avoir une distribution des oligo-éléments dans l'eau de boisson ponctuellement. C'est tout à fait possible. Un autre type de distribution des oligo-éléments, ça peut être la distribution en libre service. Ça concerne surtout les animaux qui sont à l'extérieur au pâturage. Donc en libre service, alors soit via des blocs alléchés, soit via de la poudre, de la poudre d'oligo-éléments, de la poudre de CMV qu'on met dans un bac. Alors à noter que les minéraux, les minéraux comme ça en poudre ou en semoulette, c'est pas appétant pour les animaux. Si les animaux vous les consomment, c'est que ça peut être qu'il y a des grosses carences. Et je répète, le but c'est pas ça. Le but c'est pas d'attendre d'avoir des grosses carences pour faire consommer des oligo-éléments aux animaux. C'est pas du tout ça le but. Donc une manière de faire consommer les oligo-éléments comme ça au pâturage dans un dispositif type Culbuto, là, le dispositif vert que vous voyez à l'écran, c'est de mélanger le, la poudre d'oligo-éléments ou la semoulette là, du minéral à quelque chose d'appétant et ça peut être du sel.
Donc, dans ces cas-là, on met environ 2 tiers de minéral et 1 tiers de sel. Si vous mettez pas assez de sel, de toute manière, elles iront pas le consommer. Voilà. Donc ça, ça peut être un compromis. C'est jamais, voilà, c'est jamais parfait, mais voilà, ça peut être un compromis au pâturage. Un autre point, c'est que c'est vrai que souvent la distribution au pâturage, il y a des avantages et des inconvénients à ce type de distribution. Un des inconvénients, c'est qu'on peut avoir des dégradations des blocs alléchés par la pluie, par exemple, par les intempéries. C'est pour ça qu'il existe maintenant des dispositifs qui protègent les produits. Donc ça, voilà, ça va dans le bon sens. Ça peut être pas mal pour ceux qui optent pour ce mode de distribution. Donc ça, c'est du libre service, hein. Donc c'est les contraintes, les avantages et les contraintes du libre service. C'est-à-dire que c'est facile à faire, mais on n'est pas sûr que chaque animal prend la dose qu'il faudrait. C'est pour ça que lorsque je fais du libre service, il faut toujours contrôler un petit peu à la louche, voir ce qu'ont consommé en moyenne les animaux sur une période donnée, pour voir si la consommation est finalement assez bonne ou si vraiment elle est pas en adéquation avec ce qu'il devrait consommer. C'est voir s'il faut amener des corrections pour que soit ils en consomment plus ou voire moins si vraiment il y avait besoin. Voilà. Et le dernier mode de distribution qui est particulière, c'est l'administration individuelle, donc soit d'oligo-éléments par voie injectable, euh, qui a pour avantage d'avoir une sécurité dans la dose, qui a pour voilà, limite, c'est que ça n'agit pas pendant très très longtemps, hein, on va dire, entre une semaine et 3 semaines, hein, vraiment au maximum. L'autre dispositif d'administration individuelle, c'est l'utilisation de bolus qui, pour eux, par contre, ont une action plus retard, d'accord? Ils n'ont pas une action flash, ils n'ont pas une action flash et rapide, mais ils ont une action voilà, régulière dans le temps, puisque les bolus peuvent se déliter du coup en- pendant plusieurs mois, jusqu'à 6 mois, voire même plus pour certains. Donc ça peut être une aide pour un apport en oligo-éléments, par exemple au pâturage, ça peut être une aide. Alors chacune des méthodes a ses avantages et ses inconvénients. Il n'y a pas une méthode voilà, super parfaite. Euh, il y a voilà, des contraintes et des avantages à chacune des méthodes et il faut trouver le meilleur compromis voilà, pour votre système. Alors, dans la stratégie d'apport en pratique des oligo-éléments, comment ça se passe? Pendant la période de stabulation, moi c'est ce que je recommande, pendant la période de stabulation ou si les animaux sont rentrés le soir pour les laitiers ou pour certains moutonniers viande qui rentrent les brebis en bergerie le soir, euh, ce qui est, voilà, ce que moi je conseille, c'est plutôt l'apport à l'auge avec un aliment minéral complet, euh, déjà de base, de préférence, parce que ça vous apporte tout ce qu'il faut, les macro-éléments, les oligo-éléments, un apport à l'auge pour des apports sécurisés, chacun à sa dose, et voilà, c'est le meilleur compromis. Alors vous pouvez l'apporter sous forme de poudre, de granulés, bon, ou éventuellement de liquide à mettre sur la ration, c'est possible. En période de pâturage, on va utiliser soit du libre service contrôlé via des poudres d'oligo-éléments, de minéraux ou des blocs alléchés, éventuellement des administrations dans l'eau de boisson, si les animaux boivent dans une réserve d'eau,
euh, d'eau non courante, hein, bien entendu. Et le dernier moyen, c'est l'utilisation de bolus individuels que l'on met à la mise à l'herbe euh, et qui va diffuser pendant le temps, voilà, le temps du pâturage, si vous prenez un bolus adéquat. Voilà les différentes stratégies d'apport. Euh, Si je complète en fait mes stratégies d'apport en pratique, donc, si il faut d'abord faire le bilan de votre ration de base. Si ma ration de base ne couvre pas les besoins en calcium, phosphore et magnésium, ce qui est quand même assez régulièrement le cas pour les systèmes de production, en tous les cas tous les systèmes laitiers déjà. Si ma ration de base ne couvre pas les besoins en calcium, phosphore, magnésium, je vais devoir renforcer, enfin, je vais devoir apporter un CMV complet, donc qui va m'apporter les macroéléments, les oligoéléments. Et donc, si ce CMV me permet d'assurer les besoins classiques en oligoéléments, c'est déjà bien. Voilà. À quoi il faut penser? Qu'est-ce que je peux faire? Il faut penser à mes phases critiques qui peuvent survenir à certaines périodes physiologiques, comme le péripartum, les mises bas, ou à certaines périodes de l'année, si j'ai des risques sanitaires. Pendant ces phases critiques, je vous rappelle que l'on a des besoins augmentés en oligo-éléments. Et donc, les apports que je fais classiquement ne vont pas suffire. Et dans ces cas-là, je vais ponctuellement renforcer et réaliser une supplémentation en oligo-éléments pendant la phase critique voilà, qui peut durer 2, 3 semaines, un mois. Voilà, c'est un petit peu un temps moyen. Deuxième cas de figure, ma ration de base ne couvre pas les besoins en calcium, phosphore et magnésium. J'utilise du coup un CMV complet qui apporte calcium, phosphore et des oligoéléments, mais ce CMV, n'apporte pas suffisamment d'oligoéléments pour les besoins classiques. Il n'apporte pas suffisamment d'oligoéléments. Donc, soit il faut changer de CMV, soit je veux garder ce CMV parce que je trouve qu'il est bien pour les macroéléments, les vaches se mangent bien, enfin, je suis content de ce CMV, mais il manque un peu d'oligo-éléments. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser un autre produit qui contient que des oligo-éléments que je vais apporter de manière régulière. Alors, c'est pas forcément tous les jours, vous n'avez pas forcément besoin d'apporter tous les jours parce qu'il y a un petit stockage quand même des oligo-éléments, même si c'est pas très longtemps, mais vous pouvez en apporter à un rythme de entre 1 et 2 fois par semaine, suivant la correction à faire. Dernier cas de figure qui est quand même assez particulier, c'est les situations qui sont voilà, moins fréquentes, c'est la ration de base couvre les besoins en calcium, phosphore et magnésium, en macroéléments. Donc ça, voilà, ça dépend vraiment de la ration de base que vous utilisez et du lot d'animaux que vous avez en face et des besoins qu'ils ont. Voilà. Donc, si la ration couvre les besoins en calcium, phosphore, magnésium par rapport à ma catégorie d'animaux, par rapport aux besoins des animaux, je vais pouvoir apporter uniquement un produit qui contient des oligoéléments. Et du coup, assez régulièrement, toujours pareil, parce qu'on a un stockage limité. Donc là, ça peut être bien, 2, 3 fois par semaine, par exemple. Entre 1 et 3 fois par semaine. Voilà. Donc maintenant, juste un mot sur des solutions d'oligo-éléments développées par Gentiana. Tout d'abord, ces deux produits, oligo bove granulé et oligo capovi granulé, qui sont des formules avec des teneurs quand même élevées en oligo-éléments, qui contiennent uniquement des oligo-éléments.
pas de calcium, phosphore, magnésium, en tous les cas en quantité significative, hein. Ce sont des produits qui sont basés sur une association de formes minérales et organiques des oligo-éléments pour avoir des formes diversifiées pour permettre en particulier une meilleure assimilation des oligo-éléments. C'est pour ça que on a comme mode d'emploi qui est le suivant. On va l'utiliser à un rythme, une phase d'attaque au début s'il y a besoin, et après un rythme d'entretien avec des doses de 1 à 2 fois par semaine. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser ce genre de produit? C'est pour faire une supplémentation en phase critique, par exemple, ou si je veux apporter uniquement, si j'ai besoin d'apporter uniquement euh, un, un produit qui contient des oligo-éléments. D'accord? Mais si je veux l'apporter en phase critique, ça peut être pour compléter mon minéral classique en préparation à la mise bas ou en début de lactation ou pendant la préparation à la reproduction, pendant des phases sanitaires compliquées, c'est tout à fait possible. Et dans ces cas-là, je vais l'utiliser, je vais rajouter à mon minéral de base 1 à 2 fois par semaine en fonction du besoin. Chez les vaches, ça sera une trentaine de grammes par tête et 1 à 2 fois par semaine. Et chez les ovins caprins, dont la formule est différente parce que les besoins sont quand même différents par rapport aux vaches. Donc c'est pour ça qu'il y a deux formules différentes. La dose est de 10 grammes par ovin ou caprin adulte. Voilà, 1 ou 2 fois par semaine en période d'entretien. Et si je veux en fait euh, booster ma complémentation, recharger parce que j'ai des risques de grosses carences, il faut commencer par faire une phase d'attaque où je vais en donner tous les jours pendant une semaine. Deuxième solution d'oligo-éléments développée par Gentiana, c'est des bolus pour les bovins pour permettre un apport prolongé en oligo-éléments sur une période de 6 mois, donc qui peut être une aide pour l'apport en oligo-éléments pendant la période de pâturage. Donc avec deux types de bolus pour deux catégories d'animaux, les bovins adultes et les jeunes animaux, les bovins, les génisses de 1 à 2 ans et supérieurs à 350 kilos. Voilà, les doses forcément sont pas les mêmes, sont liées à quand même au gabarit des animaux. Donc c'est pour ça qu'on a deux types de bolus différents, oligobove génie pour 180 pour les génisses et oligobove 180 pour les bovins adultes. Et prochainement, vous verrez apparaître une solution qui s'appellera Sololigo, qui sera une solution d'oligo-éléments buvables en liquide liquéfié gélifié, pardon, euh, en liquide gélifié pour une administration ponctuelle, par exemple chez les bovins qui en auraient besoin. Donc, en conclusion, je vous rappelle l'enjeu général de l'alimentation et dans cette alimentation, l'en- la- l'importance des oligo-éléments. En France, on a quand même encore de nombreux troupeaux qui présentent un statut en oligo-éléments qui est relativement bas. Euh, Certains sont encore sont encore très carencés, ils sont plus rares qu'avant, mais le statut marginalement bas est quand même relativement présent. Je vous rappelle l'importance des oligo-éléments dans le fonctionnement général de l'organisme. Ils sont impliqués dans de nombreuses réactions enzymatiques et donc, du coup, ils peuvent impacter de nombreux troubles de santé, hein, avoir des troubles de santé assez polymorphes. Euh, il est nécessaire d'apporter ces oligo-éléments, satisfaire les besoins des animaux, de maîtriser les apports
pas faire n'importe quoi, d'utiliser certaines formes d'oligo-éléments s'il y a besoin, particulières, pour favoriser certaines assimilations dans des conditions par exemple, de carence secondaire, que l'apport en oligo-éléments régulier est toujours bénéfique. Pourquoi? Parce que on en revient toujours au même. Pourquoi? Parce que le stockage des oligo-éléments est quand même relativement limité dans le temps. Donc, un apport régulier est toujours bénéfique. Euh, donc ça, c'est aussi une règle de base à bien savoir. Et penser que on a des besoins d'oligo-éléments qui vont varier et euh, qui vont être supérieurs pendant certaines phases sensibles à certains moments. Par exemple, lors de la mise bas ou lors de certains stress pathologiques. Et donc là, il faudra réaliser une supplémentation en oligo-éléments, c'est-à-dire un apport supplémentaire en oligo-éléments. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais maintenant répondre à quelques questions. Donc, alors, à savoir en premier lieu, quel intérêt d'un apport d'oligo-éléments sur un animal malade? Donc, sur un animal malade, je vous rappelle que le système immunitaire va en fait consommer pour se défendre, va consommer plus d'oligo-éléments. En fait, il va consommer plus d'enzymes qui contiennent des oligo-éléments. Donc, indirectement, il a plus besoin d'oligo-éléments. On a également ces phénomènes d'inflammation qui participent également à une augmentation des besoins. Alors, que penser des algues marines? Les algues marines, elles contiennent en petite quantité des oligo-éléments, donc ça va dans le bon sens, mais ça ne peut pas permettre de ne pas utiliser d'éléments minéraux. Il faut associer les œufs pour potentialiser les choses, oui, mais si vous voulez remonter des carences en oligo-éléments en utilisant que des algues marines, il va falloir utiliser des quantités telles que ça va être quand même très compliqué, quoi. Voilà. Donc, les algues marines, oui, mais en complément d'un apport en oligo-éléments minéral. Ok. À partir de quel âge doit-on apporter des oligo-éléments chez les bovins? Euh, alors, je rappelle que la meilleure des choses à faire, c'est de compléter la mère en fin de gestation pour qu'elle en transmette à son veau ou à son agneau. Donc, de telle manière qu'il va naître avec une petite réserve en oligo-éléments, mais qui va quand même relativement vite consommer. Donc, du coup, il faudrait, dans l'idéal, lui apporter des oligo-éléments assez rapidement dans la première semaine. Vous pouvez commencer à lui apporter des oligo-éléments, voilà, dans la première semaine, et après, il faudra continuer. Donc, c'est-à-dire que on aurait une petite génisse laitière. Dès qu'elle commence à consommer de l'aliment, il faudrait mettre une petite fraction d'oligo-éléments avec. Voilà. Vous pouvez faire une première dose d'oligo-éléments liquides dans la première semaine et après, dès qu'on peut, il faut pouvoir l'apporter via l'aliment pour qu'elle le consomme toute seule. Mais les oligo-éléments doivent s'apporter très tôt chez les bovins et après, c'est parti, on en apporte tout le temps. Ils sont très importants pour la croissance. On l'a répété, je l'ai répété dans les rôles des oligo-éléments. Ils interviennent pour bon nombre aussi dans la croissance et dans le fonctionnement. Donc, c'est également vrai chez les jeunes.
Avez-vous un avis sur les paillettes de cuivre? Alors, les paillettes de cuivre donc du coup pour satisfaire aux besoins en cuivre des animaux, euh, c'est pas forcément la meilleure solution. Euh, Parce que c'est un peu plus complexe à utiliser. Et puis c'est quand même toujours bien de respecter certains équilibres en oligo-éléments. Donc, si vous apportez que du cuivre et pas d'autres éléments, voilà, vous risquez d'avoir des fois des interactions négatives. Voilà. Alors bon, c'est ça, il faut vraiment le faire. Euh, ouais, ça serait bon à réfléchir en fonction vraiment de la situation. S'il y avait une situation particulière, mais d'une manière générale, moi, je n'utiliserais pas forcément comme ça des paillettes de cuivre en tous les cas en première intention. Peut-on imaginer de couvrir les besoins annuels en deux périodes avec des bolus? Donc, alors oui, la question, oui, c'est de savoir si on a des bolus qui durent 6 mois, donc j'en mets un le 1er janvier, j'en mets un début juillet, et puis voilà, j'ai couvert tous mes animaux pendant toute l'année. Euh, alors, donc déjà, si on fait ça, on n'apporte pas de macro-éléments. Alors peut-être qu'il n'y en a pas besoin, mais on n'apporte pas de macro-éléments, hein. Parce que dans les bolus, voilà, il y a pas la place nécessaire pour apporter les macro-éléments. Donc déjà, ça c'est la première chose à savoir, c'est qu'on n'a pas les macro-éléments. La deuxième chose, c'est que on peut faire des très bons apports en sélénium, entre autres, parfois en cobalt, en iode. On va faire des bons apports pour les oligo-éléments euh, qu'on apporte en toute petite quantité. Après, pour certains autres oligo-éléments, comme le zinc, euh, suivant la composition du bolus, en fonction de la place qu'il y a dedans, euh, on peut avoir des apports qui ne comblent pas tout à fait les besoins journaliers. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, il faut l'étudier en fonction de chacun des produits, quoi, des bolus en question. Voilà. Ça peut, voilà, c'est un compromis, c'est une aide. Voilà, c'est une aide qui peut, voilà, qui peut vous aider. Une autre question, nous sortons d'un épisode de salmonellose avec des vaches asymptomatiques. Dois-je continuer à donner la dose habituelle ou supplémenter en oligo-éléments? Alors là, oui, donc elles ont subi, donc on est dans une phase de stress infectieux. Effectivement, on peut donner, on peut réaliser une supplémentation en oligo-éléments pendant quelques semaines, pendant un mois par exemple. Voilà. Donc la salmonellose, alors euh, par contre la salmonellose, si jamais il y avait d'autres signes cliniques de type troubles digestifs, on pourrait venir compléter la prise en charge avec voilà, certaines plantes fonctionnelles et huiles essentielles hein, qui pourraient être très intéressantes qui sont contenues dans le mix Tanaro. Mais ça dépend des signes cliniques voilà, ben écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter pour nous demander voilà, les renseignements que vous voulez. Ce sera un plaisir de vous répondre. Merci encore de votre participation. Au revoir.